Madame, Messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé pour la grande messe de vendredi. Autour de l'hôtel pour cette célébration, les diacres comme Abi Alpha Isotou du journal Le Rendez-vous, Fabrice Fekezi, le libéral, Ferdinand Haïté, l'alternative et Tchanyao Aremeyao, de nouvelles opinions. Les éperviers du Togo ont un match très important cet après-midi face aux Scorpions de la Gambie. Ils n'ont pas droit à l'erreur, surtout après le faux pas devant le Bénin il y a 4 semaines environ à Lomé. On placera juste un mot là-dessus et ça nous permettra d'aborder le cas du ministre des Sports, Guy Madjé Lorenzo. La simple évocation de ce nom rappelle aux Togolais le scandale des 600 millions de francs CFA de la CAN 2017. Il semble qu'il creuse même la tombe du sport togolais. C'est ce que l'alternative a écrit, on reviendra sur le sujet tout à l'heure. On parlera aussi de la politique avec l'orientation aujourd'hui, du débat politique avec l'organisation des législatives. Le cas de la CENI nous intéressera tout particulièrement, la guerre ANC-UFC. On en parlera avec les confrères en studio. Nous n'aimons pas le conformisme, mais des débats contradictoires pour la vie démocratique. Taxi FM, la radio géniale. Et vous faites bien de nous choisir sur Radio Taxi FM Lomé avec mes confrères qui sont en place pour cette grande messe de ce vendredi. Bonjour, Tchanyao Aremeyao. Eric, bonjour. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Taxi FM. Bonne Juma à tous les musulmans. Et on rappelle juste aux auditeurs qu'ils auront aussi droit à la parole, comme depuis le début de cette nouvelle saison sur la radio, quand il sonnera 12h22 exactement. Bonjour à Abi Alpha Isotou. Et bonjour à toi, à ta rédaction, à tous nos auditeurs. Merci de nous avoir rejoints. Fabrice, bienvenue, bonjour. Bonjour à toi et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Nous vous accueillons. Ferdinand Haïté, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs. On va rester un petit peu avec vous puisque vous parlez du sport ce matin avec le match des éperviers. Cet après-midi, au stade municipal de Lomé face aux Scorpions de la Gambie. Le Togo s'est mal comporté il y a 4 semaines, c'était le 9 septembre dernier face aux écureuils du Bénin 0-0 à Lomé. Alors, on n'a plus droit à l'erreur aujourd'hui, c'est clair. Oui, on n'a pas notre destin en main. On s'est compliqué la tâche depuis la dernière rencontre et donc là, on est dans les calculs d'apothicaire. On espère que ils vont remonter la pente. C'est important que c'est vrai qu'il y a tellement de polémiques lorsqu'on parle des éperviers, les affaires, les 600 millions et tout. Ça continue de suivre les gens. Certains appellent au boycott et tout ça. Là, ils vont jouer, on va voir. Et puis, l'entraîneur de la Gambie, c'est quelqu'un qui connaît aussi l'équipe nationale du Togo. Je crois qu'il est passé par ici. Et donc, c'est 2 matchs en 5 jours, je crois. Oui, en 4 jours, on joue aujourd'hui. Et puis, on part en Gambie juste mardi. après. Voilà. Donc, on espère. Fabrice, c'est que vous aimez le football. Oui, bien évidemment. Et aujourd'hui, il faut que nous soutenions nos ambassadeurs. Oui, il faut les soutenir, même si on conserve de très maigres chances, il faut les soutenir. La dernière fois, on n'espérait pas une qualification, finalement, c'est venu comme cela. Oui. On s'était préparé pour 2019, ça se complique. C'est vrai que tout le monde, malheureusement, il n'y a pas un engouement autour des éperviers parce pour plusieurs raisons, pour des problèmes que vous connaissez. Vous savez qu'à chaque fois qu'on dit que les éperviers ont match, les affaires de 600 000 reviennent. C'est peut-être même que ça plairait à certains qu'on soit éliminé, qu'on n'en parle plus. Bon, mais de oui, toute façon... c'est ce que les militants là disent. Bien évidemment. Bon, mais on souhaite vivement, et puisqu'on a encore quelques maigres chances, on souhaite bonne chance aux éperviers. Et on espère qu'ils feront le miracle. Très bien. Abi Alpha Isotou, j'ai aussi votre commentaire sur ce match-là. Je faisais partie de ceux qui ont cru à la rencontre dernière, mais je commence par déchanter un peu. Tu sais, quand un samedi veut être animé, ça s'annonce le vendredi. Donc, ce n'est pas aux dernières épreuves qu'un candidat brillant se fait voir. Bon, mais la chance, elle est possible de toutes les surprises, donc on souhaite qu'elle soit de notre côté. Oui, mais je crois qu'en tant que citoyen togolais, il faut souhaiter que la chance, qu'elle soit de notre côté. Et tous les Togolais aujourd'hui aiment le football, même si par endroits des gens évoquent des situations désagréables par le passé. Et moi, je crois que c'est le moment d'ailleurs que tout le monde se mette en synergie. Et que tous les Togolais se mettent en prière et qu'ils fassent que cette
petites chances qui restent au Togo puissent être mises à profit pour que nous puissions remporter la victoire en tout cas, nous jouons un match aller-retour face à la Gambie. Et gagner également le match retour pour avancer. Ce qui va être un peu compliqué. Non, c'est possible. Il faut que sur les deux confrontations, ils cherchent au pire des cas 4 points, c'est-à-dire le match gagné à Lomé et puis le match nul à l'extérieur. On peut gagner les 2 matchs. Il faut que les gens se mettent dans le positif et que tous convergent leur énergie dans la prière et qu'ils encouragent les joueurs qui vont avoir le bon moral pour affronter l'équipe gambienne en aller et au retour. Et en tout cas, Taxi FM supporte et soutient les éperviers du Togo pour ce match face donc à la Gambie. Cet après-midi, l'heure du match c'est à 16h en temps universel et pour une fois on va devoir suivre ce match à la télévision togolaise. On nous a confirmé l'information, donc si vous ne pouvez pas aller au stade pour soutenir les éperviers, n'ayez pas peur, même si Canal ne diffuse pas le match, la TVT diffusera le match en clair. Pas sur satellite, bien sûr. Ferdinand, alors au-delà de cette question, ce matin, vous tirez quand même vos projecteurs, vous les allumez sur le ministre des Sports, celui qui est chargé quand même de soutenir cette politique du chef de l'État. Il faut peut-être rappeler qu'au début, et vous qui avez l'habitude de le rappeler d'ailleurs, dans son 20+, Faure Gnassingbé avait quand même dit qu'il allait construire 1000 terrains au Togo. Bon, on ne fera pas quand même le compte ici, comme vous l'avez d'ailleurs écrit dans l'article. Ce qu'on pourra dire, c'est qu'on a mis en place, à ce service un ministre des Sports aujourd'hui que vous décrivez comme celui qui en réalité est un fossoyeur du football. Comment est-ce qu'on en est arrivé là oui, le comportement de l'actuel ministre qui d'ailleurs cumule 2 ministères, je crois qu'il est sport et puis communication et tout ça, ça pose un certain nombre de problèmes. Il est en conflit avec presque toutes les fédérations. La fédération togolaise de football, depuis qu'il a supporté un candidat qui n'a pas gagné les élections, il a pris la fédération en inimitié. À chaque fois, c'est les conflits ouverts, c'est les histoires d'équipementiers qu'on bloque. Jusqu'à ce jour, je vous rappelle que le Togo n'a pas officiellement d'équipementier. C'est les maillots qu'on achète. On achète les maillots et ça revient excessivement cher parce que les intérêts étaient en jeu. Le ministre proposait quelqu'un, la fédération refusait et tout ça. Depuis 4 ans, on n'a pas d'équipementier. Vous avez vu le dernier développement avec le fait que la TVT n'a pas diffusé le match Togo-Bénin et que le ministre a déployé, il était dans une espèce de représailles. On a sauté le directeur de communication de la fédération, qui est quelqu'un qu'on a détaché du ministère de la communication vers la fédération. La guerre sur les médias entre la télévision et la fédération. Pas mal de choses qui se passent autour de cette histoire-là. À chaque fois que l'équipe nationale togolaise veut jouer, le ministre ne va jamais au terrain à la veille pour encourager l'équipe nationale. Mais quand ses amis organisent les tournois petits poteaux dans les quartiers, tout ça là, il est toujours là pour donner un peu de moyens, tout ça, parce qu'il y a des intérêts qui sortent de là. Et la dernière chose qu'il a eu à faire, c'est par rapport à la fédération togolaise de Maracana, qui devait aller jouer un tournoi à Abidjan, je crois. Oui. Ces gens ont déjà remporté 2 fois. 3 fois la CAN, en 2012, 2013 et 2015. Ok. Donc, je pensais que c'est 2 fois. 3 fois la CAN, et la dernière fois, ils devaient aller à Abidjan, la fédération togolaise de Maracana. Oui. Et donc, ils ont fait un budget, le ministre n'a pas donné un seul rond, et il a dit que lui n'a pas le temps pour s'occuper des gens qui ont fini de manger, qui vont faire un sport de plaisir. C'est-à-dire que c'est pas possible. On ne peut pas avoir dans un pays des gens qui ont la responsabilité de développer le sport. Ils font rien. De mémoire, le Togo n'a jamais remporté de CAN, mais il y a une discipline qui remporte une CAN. Oui, et on mais dit ça que devait des être gens, une fierté. C'est un loisir, les gens y vont parce qu'ils ont fini de manger. Tout à fait, ça devait être une fierté. Pour s'amuser. Et quand vous voyez sur le plan des infrastructures au Togo, on n'a pratiquement rien. Aujourd'hui, le terrain au cœur de la ville qui abrite le gazon synthétique, le gazon est totalement abîmé. On a demandé de remplacer ce gazon. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Adebayor disait c'est difficile de jouer sur ce terrain parce que le gazon ralentit le jeu. Le gazon est totalement abîmé. Il faut remplacer le gazon. Les jeux d'intérêt
ils sont arrivés, on n'a pas pu remplacer le gazon. Le stade de Kégué en réflexion, là c'est tellement lent, et donc on n'a pas d'infrastructure, on n'a absolument rien. Et donc au lieu d'être là à chercher, il faut prendre 600 millions ici, il faut partager des sous ici, il faut protéger des amis ici, normalement ces gens-là devaient se mettre au service de la République et permettre à tous les sports de se développer. C'est ce qui s'est passé avec la fédération togolaise de Maracanã est vraiment dommage, parce que ces gens sont allés jusqu'en finale. Oui. Ils n'ont pas pu remporter. Dans les deux tableaux, ils sont allés jusqu'en finale. Mais on dit que bon, ils ont fini de bien manger et puis bon, ils vont faire un sport de plaisir. C'est quand même triste. Fabrice, je pense que vous avez un commentaire à faire autour du sujet. C'est vrai que la question du sport est quand même problématique. Oui, s'agissant du Maracanã, c'est un sport qu'il faut soutenir, j'en conviens. Mais sauf qu'il y a une personnalité là-dedans qui s'appelle Étienne Bafaye, qui n'a pas une très bonne cote également quand on parle de la gestion du football togolais. Donc, il faisait partie d'une commission. Oui, bien évidemment, l'ancien directeur de la BTCI. Oui. Je crois que la CAN Afrique du Sud. Oui, en 2013. Il était dedans. Est-ce que c'est à lui on fait allusion? Si c'est lui qui fait problème, je crois qu'il faut oublier sa personne et soutenir tout simplement le sport. Oui, mais si vous avez des problèmes entre vous, vous allez les régler. Oui, c'est ce que je dis. Peut-être que si c'est sa personne, lui, bon, parlant de lui, je ne sais pas s'il joue, il ne joue pas. Non, il fait partie de l'encadrement. Ça fait partie des gens, effectivement, qui ont mangé, qui sont rassasiés. Mais il ne faudrait pas se focaliser sur lui pour tuer un sport tout simplement parce que lui, il est mêlé à ce sport, on veut lui régler les comptes à partir de là et ça va réjaillir sur le sport. Si c'est sa personne, il faut régler le problème autrement et encourager ce sport qui nous permet quand même de voir le bout du tunnel puisque dans plusieurs disciplines on ne nous voit pas. Oui. Et parce que la dernière fois à Abidjan, l'hymne du Togo a retenti deux fois en finale. Oui, si tu veux, en ce qui concerne les problèmes entre la fédération et le ministère, je ne sais pas, peut-être qu'il va falloir... je ne sais pas si c'est la Cour constitutionnelle ou qui va falloir... Non, il va falloir situer exactement les gens qui doivent faire quoi exactement. Parce que je crois savoir que ça ne date pas du ministre Lorenzo. À chaque fois qu'il y a eu un ministre des Sports, c'est toujours conflictuel avec la fédération et tout cela. C'est pour cela j'ironise un peu en parlant de Cour constitutionnelle. Il faut vraiment savoir, en fait, qu'est-ce que le ministère... Que dit la loi? Qu'est-ce que le ministère des Sports doit exactement faire? Quelles sont ses compétences, où est-ce qu'il ne doit pas mettre son nez, il va falloir clarifier ça pour que ça n'impacte pas l'essentiel qui est en réalité le terrain sur le jeu. Abi Alpha. Moi je crois que allant de l'absence de la TVT la dernière fois au match à tout ce que nous vivons entre les relations interprofessionnelles du ministre et de ceux qui sont censés être ses collaborateurs immédiats, moi ça ne me surprend pas. Et on dit souvent chez nous que quand un imam est brûlé, ne demande pas d'après sa barbe. Donc c'est tout le système qui est brûlé, qui est pourri. Ne demandez pas que le ministre se porte bien. Vous venez de faire le constat que... Vous venez de faire le constat que c'est devenu héréditaire. Il se remplace et puis les mêmes habitudes demeurent. Quand les gens viennent à des portefeuilles et puis la première question qu'ils se demandent qu'est-ce que je vais manger, c'est clair que ça va accoucher de cet étonnement. Je vous rappelle ici le cas d'un ministre qui a reçu une délégation de 3 blancs. Pendant que une de ces questions, c'est quelle est ma part? Pendant qu'on n'a pas encore trouvé les deux réponses, les autres expliquaient leur projet, c'était un projet maritime, il a commencé par dormir. Jusqu'à présent, le monsieur ne sait pas à quelle heure ces 3 expatriés ont quitté son bureau. Donc quand les gens commencent, c'est-à-dire à servir le temps, se demander, sachant bien qu'ils ont leur salaire, les avantages liés à leur poste, et que leur première question c'est qu'est-ce que je mange, c'est vrai. Moi je ne crois pas qu'il y ait des doutes par rapport au texte. Je ne crois pas que c'est vrai que Fabrice a juste ironisé, mais je ne crois pas qu'on ait besoin d'interpréter les textes. Si un ministre y arrive et qu'il a vraiment envie, il y a vraiment une personne qui pour vraiment appliquer ce qui doit se faire. Quelle est la limite? Quelle est la limite entre son ministère et les autres prérogatives? Qu'est-ce qu'il doit faire? Quel est son cahier de charge? S'il doit s'en tenir à ça,
Sans autres, c'est vrai que qui travaille à l'hôtel, vide de l'hôtel, c'est vrai. Mais quand on vient que on définit l'hôtel par rapport à ses intérêts, c'est clair que l'hôtel va s'écrouler. C'est ça qui s'est fait dans nos ministères. Le ministère des Sports n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Par tout ça, donc on ne peut pas tout éplucher ici. Mais c'est triste qu'on en soit arrivé là. Vous avez commencé à faire sur le cas du ministre Guy Madio Lorenzo aujourd'hui, présenté par l'alternative comme le fossoyeur du foot togolais. Non, je ne crois pas qu'il faut forcément parler du ministre seulement. Et les confrères ont relevé tout à l'heure que par le passé, il y a eu toujours les mêmes situations, donc les mêmes erreurs qui se répètent de la même façon. Lorsqu'on met un ministre à la tête du département des sports, il y a eu toujours des malentendus, des mésententes entre lui et la fédération, ou parfois c'est entre toutes les fédérations, ou parfois ou parfois toute la fédération. Non, ou parfois c'est entre la fédération et peut-être les ministres des Finances. Souvenez-vous qu'il fut un moment où les gens disaient que le ministre Ayassor ne voulait pas qu'on débloque tel. Et donc, moi, je crois qu'il y a une situation qu'il faut clarifier. Il faut clarifier où commencent les compétences ou les prérogatives de la fédération et où est-ce que ces prérogatives se limitent et où est-ce que le ministre des Sports doit intervenir, qu'est-ce qu'il doit concrètement faire. Quand on parle aujourd'hui de Guy Madio Lorenzo, on parle de 600 millions, on avait parlé d'autres sous quand Madio n'était pas ministre des Sports. Et on a eu à relever des situations qui relevaient dessous lorsque Madio n'était pas là et que c'était d'autres également qui géraient la fédération. Donc c'est des problèmes qui reviennent de façon récurrente qu'il faut que le pays même cherche à assainir et à mettre. Donc c'est un problème global. C'est un problème global à mon avis. Donc il ne faut pas se tamponner sur une personne et dire que c'est Guy Madio Lorenzo qui paie. Maintenant, par rapport... On relève des cas précis. Hein, oui, mais écoute, par rapport à la fédération de Maracana, le confrère a dit, quand le ministre a dit à la fédération en question que allez-y, on n'a pas affaire à des gens qui sont rassasiés et qui viennent faire du sport. Mais je ne connais pas ce Togolais qui ne souhaiterait pas voir le pays avancer, surtout quand il s'agit du sport. Je ne vois pas ce Togolais. Vous avez dit tout à l'heure qu'en Côte d'Ivoire, en 2 temps, l'hymne togolais, notre drapeau a vibré. L'équipe nationale du Togo dans la catégorie était en finale. Oui, demandons-nous si sincèrement on a rien. Officiel togolais. Écoutez, demandons-nous si sincèrement cette fédération n'a rien eu. Parce qu'il faut aller chercher à savoir si ils ont eu ou qu'ils en voulaient plus et qu'ils n'ont pas eu. Selon nos informations, excusez-moi. Selon vos informations, attendez. Demandons-nous. J'ai demandé, vous voulez avoir... Ils n'ont rien eu, ils sont allés jouer d'eux-mêmes. Donc c'est là la question que moi je me pose. Et enfin, je voulais faire remarquer qu'il fut un moment où on accusait fortuitement comme ça le ministre Ayassor de ne pas vouloir débloquer des sous. Mais quand des gens sont allés, quand les gens ont approché Ayassor, ils ont été servis, ils ont compris par exemple qu'il y avait des lignes que les gens lui demandaient de remettre, de débloquer qui n'existaient pas. Par exemple, quand les gens ont des lignes maraboutage, quand des gens ont des lignes bizarres, qu'on demande, on ne peut pas sortir. Préparation occulte. Voilà, préparation occulte. Comment est-ce que le ministre des Finances justifie dans ses cahiers qu'il a débloqué plus de 50 millions pour une ligne qu'on appelle préparation occulte? Allons-y voir si ce ne sont pas entre-temps des trucs comme ça que les gens viennent nous révéler, comme quand on nous a refusé de l'argent. Parce que quand les gens voulaient des millions pour préparer des matchs qui n'ont d'ailleurs jamais été gagnés, on nous a dit que le ministre ne voulait pas qu'on débloque l'argent. Ne soyons pas dans la même situation face à Lorenzo. Je dis que c'est une observation que je fais. Tous les Togolais aiment le Togo, mais quand il y a un adage, et Adema aimait dire que quand vous vous réveillez le matin, vous entendez un oiseau chanter, n'attendez pas, ne concluez pas que c'est le meilleur chanteur des oiseaux. Écoutez les autres. Aujourd'hui, les gens ont servi leur part. Le ministre n'est pas ici, il n'a pas dit sa part. Mais selon nos On n'a jamais eu personne ici en studio pour dire sa part. Hein. Quand on verra le ministre, il vous là-dessus. servira peut-être sa part, ça nous permettra de juger. Monsieur, donc le débat là doit se faire entre
la fédération et les gens du ministère et chacun dit papa pour que le peuple écoute. Vous voulez pas que la presse en parle finalement? Nous en parlons. Je n'ai pas dit non. Parfois, non. On passe au sujet. Un dernier mot sur l'entraîneur des éperviers. Oui. Vous vous souvenez lorsque c'est un autre cas. Claude Leroy. Oui, lorsque cet entraîneur a été recruté, j'avais dit dans ce studio que c'était n'importe quoi et que on pouvait pas débloquer autant d'argent pour recruter un entraîneur. Mais on sait finalement avec précision combien il gagne. Non, parce que à l'époque, les confrères qui sont beaucoup plus sur la chose sportive m'ont fait les procès sur Facebook, tout ça, que c'est le plus grand cadeau qu'on a offert au Togolais, Claude Leroy, mythique, machin. Aujourd'hui, on voit les résultats. Et ce monsieur, ce qu'il a ramassé en quelques années, c'est énormément d'argent. Cet argent-là, on aurait pu l'utiliser pour faire beaucoup de choses. Et son salaire, personne n'a jamais vu le contrat. Personne ne sait combien il prend. Et donc, personne ne sait combien il prend. Millions, oui, peut-être que ça dépasse. Que c'est un peu plus, oui, et donc, mais pour quel résultat en réalité? Donc, à un moment donné, il faut savoir prendre des décisions. Moi, je pense que on aurait pu mettre un Togolais ou on aurait pu trouver un entraîneur. D'ailleurs, on a même une relation avec l'Allemagne qui permet à l'Allemagne de mettre à notre disposition des entraîneurs. C'était le cas de celui qui est resté longtemps ici, comment on l'appelle, Göller. Oui, et cette relation existe toujours. Alors que les gens nous disent tous les jours, nous sommes dans le printemps togo-allemand. Il y en a aussi, comme Paul qui nous a donné, ils peuvent nous mettre à notre disposition. Voilà. Et nous, on n'aura pas dépensé beaucoup d'argent. On va prendre des gens qui nous coûtent les yeux de la tête pour de si piètres résultats, alors qu'on n'a même pas d'infrastructure dans le pays. On n'a même pas de terrain où il faut jouer. Vous imaginez? Et donc, moi, je pense que le cas de cet entraîneur, il faudra le revoir. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Je suis pas en train de souhaiter quelque chose de mauvais parce que l'équipe va jouer ce soir. Mais je pense que cet entraîneur nous a montré sérieusement que bon, il est limité. Maintenant, il faut penser à autre chose. Et il faut au moins arpenter des chemins qui nous coûtent moins cher. Si nous avons une relation avec l'Allemagne et que l'Allemagne peut mettre des entraîneurs à notre disposition, allons prendre des entraîneurs. Tout ce que l'Allemagne nous demandera, c'est de le loger dans une villa et de lui trouver quelques petits moyens. Le reste, la coopération va payer. Pourquoi pas un Togolais? Oui, donc moi je pense qu'il y a aussi temps pour qu'on forme les entraîneurs togolais. Il y a des écoles de formation qui sont partout. Alors, on peut demander des financements. L'État doit prendre ses dispositions. L'État a beaucoup de choses à gérer, finalement, Ferdinand. Oui, Fabrice Petizi. Oui, dans ce cas précis, c'est une anomalie qui crée une autre. Oui, aujourd'hui, on ne sait pas combien Claude Leroy est payé, qui le paye, tout ça là, on ne sait pas. Mais vous allez voir par le passé. Il est censé payer par l'État togolais. Non, c'est Togocel qui paye. Oui. Comment Togocel paye? C'est tout le monde. Moi, je sais. En tout cas, moi, je sais que c'est une société d'État qui paye. C'est Togocel. Alors, par le passé, vous avez également vu des entraîneurs même qui ont failli faire le procès au Togo parce qu'ils avaient des arriérés de salaire. Oui, bien sûr. Alors, là aussi, qu'est-ce qui a pu se passer? Jean Thyssen, notamment. Bien évidemment. Qu'est-ce qui a pu se passer? Bon, ces arriérés arrivent et tout cela et autres. C'est un grand le problème de le sport togolais, il y a des problèmes. C'est un grand corps malade. C'est un grand corps malade, comme tu l'as si bien dit. Et donc, il ne faudrait pas peut-être s'acharner sur une partie du corps pour dire qu'elle est à l'origine de tout. C'est l'ensemble. Et donc, aujourd'hui, je crois que l'arrivée de Claude Leroy, c'était également une solution. Parce que, bon, on a eu des entraîneurs également, lui, il avait plus ou moins un palmarès. Alors aujourd'hui, je me demande si, est-ce que c'est le Togo qui salit son palmarès qu'il a eu, ou alors le patriarche vieillit très mal. Ça aussi, c'est une autre question. Mais il a réussi à faire quand même des choses dans d'autres pays, mais au Togo, ça ne marche pas. En ce qui concerne les entraîneurs locaux, là aussi, ce n'est pas qu'on n'en a jamais eu. On en a eu, il y a eu même un qui nous a qualifié pour la CAN, je veux parler de Tchanilé et tout cela. Et à l'époque, quelle était la critique adressée contre les Tchanilé? On dit non, ils amènent des gens pour prendre des commissions auprès des joueurs. Et je me souviens qu'il était même celui qui a fait jouer pour la première fois Adebayor. Et ça a été, bon, finalement, on a vu ce que tout ça là est devenu. Donc, à chaque fois, il y a toujours des critiques. Les nationaux, on se dit, bon, avec les stars qui viennent des championnats extérieurs, ils n'arrivent pas à s'imposer. Quand on prend quelqu'un sur le plan national, on les soutient pas non plus. On est les premiers à les vilipender, et puis leur salaire, ce n'est pas la même chose que ce que les autres prennent également. Et donc, à chaque pièce de réchange, il y a eu toujours de ces critiques-là, et bon, aujourd'hui, on ne sait vraiment pas par où commencer à régler tous ces problèmes. Monsieur, merci beaucoup. Nous allons marquer une pause. C'est une obligation. On revient ensuite pour continuer le débat.
Retour en studio pour la seconde partie de Taxi Presse. Nous parlerons tout à l'heure de la politique avec l'orientation nouvelle donnée aux discussions avec les élections qui s'organisent au niveau de la CENI. Il y a une grosse bataille aujourd'hui entre l'ANC et l'UFC, en tout cas, soit entre la coalition et l'UFC, on va en parler, mais on évoquait un sujet lié au sport et la question de Claude Leroy est revenue sur le tapis. Abi, vous voulez placer un mot là-dessus? Oui, je suis de ceux qui pensent qu'on a des capacités qu'on peut valoriser. Si tu fais si tu parcours l'historique de notre football, ceux qui nous ont donné les meilleurs résultats ne sont pas forcément des expatriés, c'est souvent les fils du pays. Donc moi je pense que si de suite on trouve un Togolais, difficilement on va accepter de payer 5 millions par mois. Mais on accepte de payer à je ne sais pas Claude Leroy, je ne sais pas pour quel miracle qu'on attend, 25 millions, dans des conditions floues d'ailleurs. Jusqu'à présent, personne n'a jamais vu de contrat comme si c'était une entreprise du papa de quelqu'un qu'on cache. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on essaie au moins là-bas, c'est un ministère qui est censé être un carrefour je ne dirais pas de distraction, mais plus ou moins qui devait faire le lien entre tous les autres ministères. Tu vois, quand de suite... ce qu'on souhaite là ce soir, le vœu des Togolais venait à se réaliser par rapport au footballeur que encore on s'est dit d'ici quelques mois qu'on est qualifié. Tu verras comment, en termes de comment le tissu social va recommencer par vivre. Mais quand on ne fait rien pour donner du souffle à ce ministère en le balançant dans des mains des gens qui ne peuvent pas faire la différence, ça fait problème. Claude Leroy, moi, je fais pas de ceux qui n'ont pas vendu cher sa peau. Donc, moi, je ne sais pas vraiment ce qu'on attendait de lui. Quelqu'un est en train de me dire que le monsieur est périmé et c'est des péremptions que nous on amène, on achète au prix des yeux de la tête. On a fait vraiment, alors que les faits sont en train de prouver que on avait fait le mauvais choix. On ne sait pas jusqu'à quand on va continuer. Et puis, ça arrive quand les gens amènent des expatriés, non pas sur la base des appels d'offres, des évaluations objectives, mais sur la base du parrainage. Je t'amène, je vais te placer, ça va marcher. C'est quoi je mange? Si on te fouille bien dans les salaires de ce monsieur, on te dira qu'il y a un Togolais qui mange sa part dedans. Donc, d'accord. Souffrez que... Merci beaucoup. Non, bon, je crois qu'à un moment donné, les autorités du pays ont compris que le football fédère les Togolais. Le football est rassembleur et tous les Togolais aiment le foot. Et vous souvenez-vous, même l'arrivée de Claude Leroy, c'est le chef de l'État en personne qui a fait venir Claude Leroy pour donner cette fierté, cette joie du football aux Togolais. Malheureusement... Personne n'a eu une idée sur le contrat. Non, bon, ce n'est pas en termes de contrat. D'abord, il faut voir le geste. Le fait que le président lui-même prenne sur lui, parce que quoi qu'on dise, Claude Leroy, c'est une référence. L'Afrique connaît Claude Leroy, le monde entier connaît Claude Leroy par rapport aux performances, à tout ce qu'il a eu à faire. Aujourd'hui, on le connaît dans le football. Aujourd'hui, voilà, on est allé nous le chercher. Ça veut dire qu'on s'est trompé sur le Non, on ne peut pas dire qu'on s'est trompé. Peut-être que quand Claude est arrivé, effectivement, il y a l'âge, il y a le temps après le temps qu'il passe avec nous ici, on voit que le monsieur, il n'a plus la main à la chose qu'on attend de lui. Donc, moi, je fais aussi partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'on essaye de voir d'autres pistes. Il y a des entraîneurs de renom qui existent encore dans le monde et qu'on peut prendre. Et à défaut, on pourra se contenter des Togolais qui ont encore du talent et qui d'ailleurs font leurs preuves. Parce que il n'y a pas que les expatriés qui ont fait évoluer le football au Togo. Oui. On a cherché Claude Leroy, on connaît ses valeurs, malheureusement. Il est arrivé à une époque où il n'arrive plus à donner ce qu'on attendait de lui. Bien. On peut le laisser, on peut chercher d'autres Togolais pour que le football togolais soit ce que nous voulons de lui. Et il y a cet auditeur qui nous dit, excusez-moi Ferdinand, qui nous dit vivement que le Togo soit éliminé. Oh là là, pour que Togocel et les autres sociétés de la place ne nous en arquent plus, en plus que le roi est inspiré. Il nous faut un footballeur moderne. Ce qui est énervant, c'est que ce qui est énervant, c'est que c'est les sociétés d'État qu'on saigne pour payer ces salaires mirobolants. Quand moi j'achète du crédit, ou bien nous tous nous achetons du crédit, et il faut que Togocel ponce une partie pour payer ce salaire-là, ce monsieur qui ne rapporte pratiquement rien au pays. Donc moi je suis désolé. On ne peut pas continuer de nous poncer comme ça parce que c'est l'argent du contribuable. Et régulièrement on fait des bonus, tout ça parce qu'on a besoin de faire rentrer de l'argent et puis après pour payer des futilités comme ça. À un moment donné il faut arrêter. Alors parlons politique, avec le travail que la CENI
du professeur Kodiona Kadanga est en train de faire sur le terrain. L'enrôlement des électeurs dans la zone 1 est terminé depuis mardi dernier, puisqu'il y a eu 24 heures de prolongation quand même de cette opération dans la zone 1. Vous, déjà lundi, Fabrice, vous parlez de ce record d'affluence dans le centre de recensement le week-end. Oui, bien évidemment, quand vous prenez toute cette semaine qui a été consacrée au recensement, au cours du week-end, on a vraiment senti une certaine affluence, contrairement au premier jour. Et donc, jusqu'au dernier jour, même avec le temps additionnel de quelques heures le lundi, il y avait encore un monde fou dans les centres de recensement, surtout que le mécanisme n'était pas fluide, ça n'allait pas vite. Et au finish, on se demande même si ceux qui avaient eu envie de se faire recenser ont pu vraiment le faire durant ce temps imparti-là. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, tout est clair que la première phase du recensement est terminée dans la zone 1. Mais on est satisfait de l'opération de la zone 1. Oui, mais maintenant, il faut faire la compilation pour voir exactement combien de Togolais ont été recensés. Parce que quoi qu'on dise, quel que soit le recensement, même si tous les acteurs politiques étaient d'accord, avaient appelé à ce recensement, il y aurait forcément des gens qui n'iraient pas se faire recenser. Mais à présent, qu'il y a une force politique qui a demandé aux gens de ne pas aller se faire recenser, il est important qu'on sache exactement quel est le nombre de Togolais qui ont été recensés et pour essayer de voir si vraiment on peut s'arrêter là ou alors voir dans quelle mesure, avec un accord, on pourra, lorsque les acteurs politiques se seraient entendus, faire une certaine prolongation encore dans cette zone 1 pour pouvoir permettre à tous les partis d'abord d'être satisfaits, puisque c'est la base, c'est le départ. Quand le départ est faussé, il y a de fortes chances que ça aura un impact sur l'ensemble du processus jusqu'à la fin. Et donc aujourd'hui, moi je crois que personnellement au niveau de la phase 2, il faudra faire de telle sorte que tous les partis, ou du moins ceux qui ne sont pas encore à la CENI soient là, tous les partis soient d'accord et appellent au recensement dans la zone 1 pour que, même si après c'est une prolongation, et dans la zone 2, même si après une prolongation il doit y avoir, que ce soit seulement dans la zone 2, plutôt que de faire cavalier seul également dans la zone 2, et finalement après certains ne seront pas d'accord, ils vont réclamer, comme toujours on finit toujours par s'entendre, on va encore vouloir reprendre l'opération sur l'ensemble des deux zones, ce qui sera vraiment coûteux. Donc en conclusion, il faut dire que ça ne sert à rien de faire un peu le dos rond de l'orgueil pour poursuivre sans les autres, mais il faudrait également que les autres évitent aussi de tomber dans un certain chantage. Mais aujourd'hui, je crois que le vrai problème, c'est qu'il faudrait au moins qu'ils soient à la CENI, et lorsqu'ils seront à la CENI, on verra ce que ça va donner. Mais maintenant, la question de la CENI n'est pas encore réglée, peut-être qu'on va en parler. On va en parler tout à l'heure. Vous évoquez tout à l'heure le cas de l'affluence constatée. Il y a un auditeur qui nous dit que c'est une influence de façade, puisque pour lui, c'est la lenteur des OPS qui fait qu'il y a une longue queue. Au finish, il n'y a pas beaucoup d'enregistrer. On a eu quand même l'occasion de le constater à travers le reporter. Abi Alpha Izotou, aujourd'hui, c'est fini dans la zone 1. On s'apprête pour la zone 2. Est-ce que vous parlerez, ou comme le président de la CENI, une satisfaction? Moi, je ne sais pas quel bilan l'opinion fait, mais si les premiers responsables de cette opération sont honnêtes envers eux-mêmes, ils doivent savoir et conclure honnêtement que c'était un gâchis. C'est un gâchis. Tu sais, d'après mes informations, ces appareils ont commencé à fonctionner en 2007 en RD Congo. Ces appareils sont conçus pour fonctionner pour 7 ans. De 2007 à aujourd'hui, imaginez combien d'années ça fait. Vous êtes sûr que c'est le même appareil? S'il vous plaît, attendez que je donne mes informations. À un moment donné, c'est vrai que ils ont, c'est-à-dire, il y a eu, on a eu à injecter 200 kits supplémentaires. Mais l'essentiel de ces appareils actuellement, c'est ces appareils que le réseau des tests nous a amenés du RD Congo. Et ils ont commencé tout neuf à fonctionner en 2007. On ne peut pas me dire le contraire. Maintenant, c'est avec les mêmes appareils que les dernières élections fraudées au Togo ont été organisées. Mais aujourd'hui, ça ne peut pas fournir autre chose. La preuve, elle est là.
les cas d'électeurs qui circulent ici et là, vous allez voir les énormités, les contradictions, tout ce que vous savez. Quelqu'un qui est chez toi ici, qui est allé se faire inscrire dans l'école de voisine de ta radio, on le dit que, on le met, c'est-à-dire sur sa carte, on dit qu'il a Dogomé, mais des gens qui font des doubles, deuxième, troisième jour de l'opération, il y a eu des anomalies qui ont été corrigées. Mais c'est pas corrigé avec les mêmes appareils. Il y a même les techniciens qui diront qu'il y a des données qui ont déjà disparu sur ces appareils-là. Moi, j'ai rencontré les gens quand ils sont venus, quand c'est venu nouvellement. Mais c'est une programmation informatique. Peut-être que tu ne maîtrises pas, je ne maîtrise pas, mais quand tu rencontres quelqu'un, surtout quand c'est venu, ceux qui avaient installé, ceux qui ont configuré ces appareils-là, c'est ça leur terme, ils t'ont dit que des données ont déjà disparu. Mais si tu trouves un technicien, il va t'expliquer le pourquoi ces trucs-là ne font. C'est d'ailleurs ça qui fait, d'après mes informations, un peu de bisbille entre les organisations des élections. Il y a un réseau qui était plus ou moins le réseau qui avait commandé ces ordinateurs et qui continue par jouer un rôle, qui estime que c'est des bons ordinateurs, ça marche, c'est des bonnes kits. Alors que ceux qui ont mis la main dans l'organisation tout récemment estiment qu'on doit les laisser importer, c'est-à-dire commander d'autres nouvelles kits pour eux aussi manger. Donc il y a une grosse bataille il y a cette guerre-là autour de ça. Ça fait que c'est de bons appareils, ce n'est pas de bons appareils entre les deux réseaux. Il y a ça. Donc ce n'est pas tout qu'on dit ici. Les gens se battent déjà. Ceux qui pensent que leurs élections ils vont faire eux-mêmes ils savent que c'est un problème. Ils se battent déjà par rapport à la bonne santé des kits. Ça fait problème. Donc moi je pense que c'est de la péremption ces kits-là. Et les résultats qui sont sortis sur les différentes cartes d'électeurs n'ont fait que donner raison à ceux qui émettaient des doutes par rapport à la bonne foi de ceux qui pensent qu'ils peuvent foncer droit dans le mur. On va revenir sur le cas de la CENI, rassurez-vous. Oui, par rapport à l'opération de recensement de la zone. Je crois que Abi a tout dit. Abi a dit qu'il y a une bataille autour des kits. Oui. Et il y Vous avez les mêmes informations? Non, j'ai dit Abi a tout dit. J'en viens. Il dit qu'il y a une bataille rangée autour des kits. Et cette bataille, c'est une bataille d'intérêt. D'un côté, il y a un groupe qui voudrait importer de nouveaux kits, qui dit que les kits existants ne sont pas des kits en forme. Et de l'autre côté, ceux qui avaient amené les kits depuis toujours, qui disent que les kits fonctionnent. Maintenant, entre les deux, nous sommes allés nous faire recenser. Et nous avons nos cartes. Et ça nous permet de comprendre que les kits ont travaillé parce qu'il y a beaucoup, ceux qui du moins se sont allés se faire recenser, ont eu leur carte. C'est ça le résultat. Est-ce que les kits donnent des résultats? Oui. Donc ça veut dire qu'il y a eu recensement. Et quand tu observes, je ne veux pas rentrer au fond de certains commentaires, nous sommes dans la zone numéro 1. Et dans cette zone, quand tu veux parler de l'histoire politique du pays, vous allez dire que quelqu'un dira que c'est mon fief, quelqu'un dira que c'est ma zone. Moi, je suis allé dans certaines zones, j'ai vu l'affluence. Et ceux qui affluaient ont eu leur carte. Et donc, il faut tirer les leçons. Les kits, s'ils ont pu travailler dans la zone 1, ça veut dire qu'ils peuvent travailler ailleurs. Maintenant, le boycott, tel que dit, et dans quelle zone en plus, avec ce que nous avons vu, je suis tenté, et je conclus directement, que le boycott a été boycotté. Il faut que les politiciens tiennent des leçons de ce qui a été fait. Quand vous parlez aux gens, votre enfant, vous lui dites fais ça, il vous écoute. Vous lui dites fais ceci, il vous écoute. Le jour que vous lui dites, il dit papa, ça, je ne fais pas, c'est un signal fort. Ceux qui pensent qu'ils ont le peuple à manipuler à tout instant, ils doivent commencer par tirer des leçons et comprendre que ce peuple s'éveille et connaît ses droits. Ferdinand, moi je crois qu'il y a eu beaucoup d'intimidation, de chantage dans les services. On a ramassé les gens dans les bus pour aller se faire enregistrer et tout ça. Dans mon quartier là-bas, on a dit aux gens il faut aller se faire enregistrer pour avoir les fonds dans une microfinance créée par Agbokwe de comment appelle-t-on, de transport routier. Les femmes sont allées faire des photocopies partout, tout ça pour courir dans tous les sens. Et donc il y a eu énormément de manipulation. Maintenant, ceux qui organisent ce recensement, qui savent très bien que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas conforme et qu'ils sont en train d'aller dans le mur. S'ils disent qu'ils sont satisfaits, tant mieux. Mais derrière cette histoire-là, il y a un enjeu financier énorme que les gens ne veulent pas, sur lequel les gens ne veulent pas débattre. Aujourd'hui,
on voit très bien que il y a beaucoup d'argent qui a été mis à la disposition de la CENI. Il y a la société CETES via sa filiale togolaise qui est installée depuis, qui sont les intermédiaires. Vous savez qu'il y a quelques années... Vous les connaissez? Attendez, vous savez qu'il y a quelques années, Bahara était au ministère de l'administration territoriale. Bien sûr. Et il y avait eu une élection qui avait été organisée et il avait eu des soucis. Ça lui a d'ailleurs valu le départ du ministère et une petite traversée du désert. Il y avait eu beaucoup d'argent qui avait circulé et il y avait des rétrocommissions et il avait eu des soucis. Et c'est le même mode opératoire aujourd'hui. Personne ne se pose la question pourquoi Bahara est plus actif que le ministre de l'administration territoriale dans cette affaire. C'est lui qui parle, c'est lui qui dit il n'y aura pas de redécoupage, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas ça. Alors que le ministre de l'administration territoriale semble plus ou moins en retrait. Il y a des enjeux financiers. Et donc, moi, je pense que les gens savent ce qu'ils sont en train de faire. Il y a énormément d'argent. Les sociétés ont signé des contrats. Il faut forcément les exécuter pour que les sociétés soient payées, que les intermédiaires touchent leur commission, rétrocommission. Donc, derrière tout ce qu'on est en train de voir là, tout ce qui est organisé, le jeu de rôle qui est fait là, il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Et donc, moi, je pense que si on veut régler le problème du Togo, il faut s'asseoir et le régler une fois pour de bon. Mais si on choisit la fuite en avant parce que certains ont des intérêts immédiats financiers derrière, bon, on ira dans le mur et chacun pourra faire le constat. Alors, en tout cas, je voudrais qu'on avance un petit peu pour parler de la CENI maintenant, parce qu'il y a une bataille aussi qui se joue à ce niveau. Au début de ces mouvements politiques, la coalition qui a été mise en place avait quand même soutenu le peuple, enfin ce peuple-là qui était dans la rue, qui réclamait le retour de la Constitution et puis le vote de la diaspora. Il y a eu d'autres demandes qui sont ajoutées aux premières. Et puis après, aujourd'hui, on nous dit la bataille, maintenant, c'est au niveau de la CENI. On le voit si bien avec l'Union des forces de changement qui refuse de céder son poste à la coalition, qui dit être désigné pour choisir ses 8 représentants. Comment est-ce qu'il faut comprendre, Fabrice, aidez-nous, cette bataille aujourd'hui rangée entre l'UFC, disons l'ANC? Oui, alors si on situe le problème à ce niveau, entre l'UFC et l'ANC, vous savez que c'est des frères ennemis, ils sont nés d'une même mère, et entre-temps, il y a eu des problèmes, ils se sont séparés en 2010 et tout le monde cause. Il y a aussi un règlement de compte qui ne dit pas son nom. Vous savez que l'UFC avait manœuvré pour l'exclusion des députés à l'Assemblée nationale une année où à l'époque Jean-Pierre Favre et autres ont été exclus. Donc aujourd'hui, c'est pour cela quand j'entends quelque part on dit qu'il faut que ces deux parties s'entendent, là c'est une rigole. Ils peuvent jamais s'entendre. Ça, il fallait le comprendre. Ça fait mal que dans cette situation aussi, je suis en train de voir que peut-être que c'est la CEDEAO également qui viendra régler un problème si simple à régler. Aujourd'hui, je dis, c'est pas la peine d'aller sur un terrain juridique pour dire qui est de l'opposition, qui ne l'est pas. Nous avons un test juridique, un statut de l'opposition qui a été fait, les gens ne sont pas d'accord, mais la loi, elle n'est pas bonne pour l'instant, mais pour l'instant, c'est la loi, en attendant qu'on la change un jour. Mais aujourd'hui, quand vous prenez la situation politique togolaise, on a tellement fait des choses en contournant la loi que ici, ça, c'est clair comme de l'eau de roche pour comprendre qu'en fait, ici, il s'agit d'un compromis à faire. Alors, même le départ du net, d'Obu et du COPED, de la CENI, et ça va contre les lois. Mais à un moment donné, on a compris que c'est un accord politique qui est en train de contourner cette loi-là. Alors donc, pourquoi les autres ont fait cet effort de faciliter les choses en quittant la CENI? Pourquoi c'est l'UFC qui s'accroche à son siège au niveau de la CENI? C'est là où il y a 5 choses à se partager entre 4 personnes. Moi, je ne veux pas aller sur le terrain juridique. Moi, je dis tout simplement que s'il y a sacrifice à faire, il revient à l'IFC de faire comme les autres l'ont fait et le problème sera plus ou moins résolu. Les 5 qui iront et puis on verra ce que ça va donner. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas perdre du temps, assez du temps comme ça pour un simple poste au niveau de la CENI. Moi, je dis aujourd'hui, l'IFC fait partie des formations politiques qui est pratiquement à l'agonie. Ce n'est plus un parti qui est porteur d'une idéologie politique comme cela. Et depuis l'accord RPT-UFC, l'erreur qu'ils ont commis, c'est de concevoir la politique, limiter la politique seulement au partage des postes.
ici, oui, on va nous donner ceci, on nous a promis ça, on nous a pas donné tout cela. Le peuple à l'époque s'est senti abandonné. Oui, aujourd'hui c'est un peu ça la situation. On a l'impression que quelqu'un veut juste défendre son fauteuil au sein d'une institution. Si ça reste ainsi, ça peut être réglé autrement. Puisqu'on sait que siéger à la CENI, ce n'est pas gratuit. Même si c'est pas ça qui va nourrir la famille de quelqu'un, ce n'est pas gratuit. Si c'est ça l'enjeu, je crois que ça peut être réglé autrement. Et par les finances. Pourquoi pas? Ça peut être une solution également. Il y a les accords. Actuellement, le Canada est en train de lâcher, je ne sais pas, Michael Jean, c'est pour gagner quelque part, ça c'est clair. Donc, moi je crois que ça peut être, au lieu qu'on nous dise non, bon, il faut que ces deux parties-là s'entendent, ça risque encore de retarder. Or, les vrais problèmes sont encore devant. Abi Alpha Izotou, ouais, quel est votre commentaire sur ce sujet-là? Je crois que ça fait rigoler. Je crois que quand on ne mange pas de la viande du chien, on ne souffle pas sous la marmite du chien. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui l'ANC, pardon, autant pour moi, l'IFC se réclame à corps et à cri de l'opposition. On n'a pas ces 8 places-là, ou bien ces 5 places-là à partager. C'est au nom de la coalition. Je ne crois pas que ce soit envoyé à l'ANC pour que quelqu'un se réclame d'un certain héritage par rapport à l'ANC. Si les deux ont le même cordon ombilical, tant mieux, ça les regarde. Mais ici, ce n'est pas au nom de l'ANC que les choses se font. Il y a une coalition qui s'est regroupée, ce n'est pas une fusion de partis, mais 14 différentes formations se sont retrouvées pour mener une lutte donnée. Et c'est dans le cadre de cette lutte que un dialogue a été engagé, et ce dialogue a accouché de cette reconfiguration de la CENI. Non, moi je ne pense pas que les partages si je peux le dire ainsi, du gâteau puissent faire polémique, à moins que les gens veulent bien utiliser l'UFC comme un instrument de chantage pour la coalition. Quand elle a fait son point de presse, elle a donné son avis. Peut-être que ce n'est pas forcément mon avis, mais c'est pour le moment, peut-être que l'UFC va nous surprendre positivement en se ressaisissant, mais pour le moment, quel que soit l'argument qu'on avance, ça ne tient sur aucun pied. Ça ne tient sur aucun pied. D'un côté, on est en train de régler cette histoire des kits périmés que les gens sont en train d'utiliser. Ça, c'est vous qui dites que c'est périmé. C'est périmé, ça c'est clair. Ça date de 2007. Il faut, si là, tu es technicien, il faut aller dans le camp de ceux qui veulent qu'on achète de nouveaux kits. Non. Et je vous rappelle qu'un kit, ça fait près de 1000 €. Je ne refuse pas. Il ne faut pas faire le business à tout moment. Évitez ça. Ça peut me mettre 5 000. Ça peut me les mêmes qui tournent, les gens ont eu leur carte. Eric, quelle carte, Eric, Fabrice me taquine. Quelle carte encore? C'est pourquoi il faut évaluer ce qui a été fait. C'est là que je dis, si on veut vraiment évaluer de façon honnête, la CENI ne peut pas se permettre de dire qu'elle est satisfaite. C'est de l'aberration. Donc moi je pense, et je dis encore, une parenthèse pour terminer, la dernière fois je disais ici que ZS, qui est je termine. Le ZS qui est l'importateur de toute cette histoire de fraude là est actuellement devant les tribunaux en France par rapport à la fraude organisée ici. Pendant que ce procès est en suspens, c'est la même structure qui continue avec les mêmes méthodes. Ça fait problème. Donc moi je pense que l'UFC doit savoir raison garder. Parce que bon, c'est vrai, tu sais, la force, elle change de camp. La force, la popularité, ça change de camp. Demain, ce parti, cette formation politique peut rebondir. Donc, il ne faut pas que dans certains comportements, dans des menus crétins, que l'on s'enterre automatiquement. Donc, je pense que c'est possible de rebondir en faisant autrement. Maintenant, sur ce sujet de l'Union des forces de changement et l'ANC, la coalition. Non, je crois que l'équation est simple à résoudre. Nous connaissons l'histoire politique de notre pays. Ce n'est pas parce que dans les anciennes CENI, l'UFC avait été présente qu'elle doit toujours l'être, y compris l'actuelle CENI qu'on est en train de reformer. Vous savez, après le passage de la CEDEAO, la feuille de route a été claire. Les gens devraient se partager 8-8. Mais on ne parlait pas d'autre chose que de la coalition, de laquelle ne faisait pas partie l'UFC. Et donc, pour couper court, l'UFC doit savoir se ranger comme
beaucoup d'autres partis qui étaient présents à la CENI ont su le faire. Vous savez, quand la CENI avait commencé son travail, il y avait l'UFC, il y avait également le net, il y avait OBU, et donc toutes ces formations ont compris l'enjeu et ont lu. Jean-Claude Romao, ça fait 10 ans, oui, même il a dit donc, qu'il est à la à CENI. partir de ça, je crois que on peut faire des concessions à Jean-Claude Romao parce que vous savez, chacun a sa situation. Quand les gens sont à la CENI, ce n'est pas rien. Et je crois que c'est derrière ça, les gens courent. L'argent. Mais le quotidien, les gens cherchent à trouver à quoi s'accrocher pour faire leur quotidien. Et je crois que s'il s'agit de ça, il faut trouver une formule pour caser quelque part Jean-Claude, et puis le pays avance. Maintenant, par rapport à l'ANC et à l'UFC, Fabrice a dit que c'est des frères ennemis. Peut-être que un beau jour viendra où les frères ennemis vont se réconcilier. Et ce qu'il faut maintenant faire, il faut que l'UFC, tout comme l'ANC, s'engage, que les gens aillent mouiller le maillot. Après les législatives à venir, on verra à qui reviendra la force. On fera ce débat-là en ce moment, l'affaire d'Unité. Vous avez un commentaire à faire autour de ce sujet-là, sur cette grosse bataille? Moi, je crois que l'essentiel a été dit, tout le monde sait, et on peut le répéter 1000 fois, on ne peut pas être du gouvernement et être en même temps de l'opposition. L'appartenance à la majorité se définit... On a reçu Dr Ekwe-Foli ici, hier, il parlait d'une nouvelle orientation, en tout cas une nouvelle façon de faire de la politique. Il faut laisser ces jonglages intellectuels qui ne servent à rien. Il y a les faits, et on ne peut pas, à travers des arguties juridiques ou des jonglages intellectuel justifier ce qui est aberrant. On ne peut pas être du gouvernement et être en même temps de l'opposition. Et l'appartenance à la majorité, c'est à l'Assemblée nationale qu'on l'a définie. Quand vous êtes à l'Assemblée nationale et que vous votez les lois, vous votez la motion de confiance au Premier ministre et tout ça, vous êtes comptable. Jikis a dit, pour ceux qui se souviennent encore en 2012, je crois, dans Jeune Afrique, que I'm the second man of the power. Bien sûr. Alors, quand vous êtes le numéro 2 de la République, comme lui-même le dit, comment est-ce que vous pouvez être the second man of the power et vous êtes encore dans l'opposition? Ça n'a aucun sens. Et donc, moi, je pense que il faut que les gens... Ils ne sont plus dans l'opposition frontale. C'est des histoires. Ils sont un peu plus modérés. Toutes les expressions, opposition constructive, opposition quoi, c'est des histoires. Ou vous êtes de l'opposition, ou vous êtes du pouvoir. On peut pas être l'un et l'autre à la fois. Et donc, moi, je pense que pour toute raison gardée, il faut que les gens de l'UFC entendent, se disent, bon, écoutez, on en a assez fait comme ça. Et moi, je ne veux même pas qu'on me dise qu'on réduise les problèmes à des intérêts pécuniaires. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui est à la CENI, si on le sort de là, il va manger quoi? Il mangeait quoi avant d'arriver là-bas? On ne peut pas réduire la lutte à des histoires d'argent. C'est-à-dire que tous les jours... Qui a dit ça? Mais ça dit que l'impression que ça donne, c'est comme les gens s'accrochent à quelque chose. On ne peut pas réduire la lutte à des histoires d'argent. Tout le temps, c'est de l'argent, on va vivre. Mais avant, on faisait quoi? On vivait. Et donc, moi, je pense que le problème entre ces deux parties, c'est une bataille de longue date. Certains n'ont pas supporté que d'autres pensent qu'ils ont trahi, ils sont allés à la mangeoire et qu'eux, ils ont pris leur place. En réalité, ces choses-là, ils les ont fait ensemble. C'est à la dernière minute que certains ont dit non, on n'y va pas, tout ça. Oui. C'est pas le moment d'aller dans les détails. Et ces choses-là, on les connaît, on sait comment ça s'est passé, où est-ce que ça a été discuté, c'est à Lomé ici et tout. Mais de grâce, il faut faire table rase et avancer pour que le processus puisse être continué. Monsieur, nous allons marquer notre dernière pause. On se retrouvera dans 2 minutes environ pour la suite de Taxi Presse. Taxi Presse, dernière partie avec Abi Alpha Isotou, Fabrice Petizi, Ferdinand Haïti, Tianyao Aremiao. Avant de les retrouver, la liaison est établie avec la rédaction de Taxi FM avec Jean-Marie Leblanc. Jean-Marie, bonjour. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes programmé sur le Taxi Midi. Quel est le menu? Eh bien, il sera question du secret de Polichinelle au 17e sommet de la francophonie en Arménie. La Rwandaise Miss Mushikiwabo, nommée secrétaire générale de l'organisation ce vendredi. Et puis, Taxi Midi évoque également la construction d'un espace francophone international à Nimagnan, c'est dans la préfecture de Lac, un centre communautaire, culturel et éducatif qui sera construit sur la notion du vivre ensemble. Et bien, la cérémonie de lancement des travaux a lieu jeudi. Enfin, sport, Togo, Gambie, Géorgie, le coup d'envoi est donné à 16h point universel au stade de sport de Lomé. Voilà le menu de Taxi Midi. C'est à 12h45 qu'on développera tous ces titres. Merci beaucoup Jean-Marie, à tout à l'heure.
Retour en studio avec les confrères pour aborder un petit sujet lié donc toujours à l'actualité politique. Ferdinand, on vous a suivi ces derniers temps à Bruxelles où vous avez quand même entretenu la diaspora autour de la stratégie de l'opposition. Alors quand on vous écoute, on a le sentiment que vous êtes déçu presque de la manière dont la lutte politique se mène au Togo, c'est ça? Non, c'est pas une déception. C'est que parfois, il faut essayer de secouer un peu le cocotier pour que des gens se réveillent. Et souvent, vous jouez contre l'opposition? Non, souvent quand on dit ces choses-là, ça siffle dans les oreilles de certains ou des gens commencent pas à s'agiter ou vous envoient des insultes et tout ça. On a besoin de la critique pour avancer. Et la République que nous voulons créer demain, si jamais il y a une nouvelle République, c'est pas la République des ayatollahs où on n'a pas le droit à la parole, où on ne doit pas accepter les critiques. Même en Iran, le guide suprême est de temps en temps critiqué. Donc il faudrait quand même que des gens acceptent parfois un certain nombre de critiques. Critiquer, c'est pas quelque chose d'offensant. Dans une démocratie d'ailleurs, c'est apporter sa part au débat. Et les gens parfois quand ils réagissent, ils savent même pas d'où on vient. Ils savent pas d'où on vient. Vous imaginez, depuis le 19, on est parti de la C92, le retour de la C92, le vote de la diaspora, à la démission de Fogne Assingwe. Et jusqu'aujourd'hui, on est empêtré dans les histoires de dialogue avec tout ce qui se passe à la CENIS. On ne sait même pas où on va. Et on a l'impression que toute cette mobilisation-là n'a pas servi véritablement à grand-chose. Les gens ont joué sur les leviers pour démotiver le peuple et ça a permis au régime de prendre du poids de la bête. Les Bahara qui parlent aujourd'hui, les gens s'étonnent que Bahara parle, on dit oui, il a fait ci, il a dit ça, les gens s'énervent. Il y a 6 mois, il ne pouvait pas dire ça, parce qu'il y avait une mobilisation qui ne lui permettait pas de tenir ce genre de propos, vous voyez. Et donc, moi, je suis de ceux qui pensent que il y a eu des erreurs qui ont été commises dans la gestion de cette mobilisation depuis le 19 août. Il faut les identifier, il faut les régler, il faut être de plus en plus structuré pour avancer. Ça, le dire, ce n'est pas faire offense à un chef de parti politique ou à un parti politique. Quand les gens se mettent à vous attaquer, tout ça, dit des choses, ils ne savent pas ce que vous faites dans la lutte. Moi, et là, on s'interroge. J'ai pas envie de dire certaines choses ici, mais je vais ouvrir une petite parenthèse pour dire, si dans ce pays-là, on peut se mettre à dire des choses, on peut s'autoriser à dire des choses sur l'apport des gens, moi je peux dire que dans cette histoire de coalition on a beaucoup joué. Je peux prendre ici Abi à témoin. Le jour les choses ont été mises en place, Abi lui il était là, moi j'étais encore à l'extérieur. Personne ne s'est posé la question de savoir pourquoi en rentrant des États-Unis on a voulu me cueillir à l'aéroport. Je ne sais pas si vous imaginez, je ne sais pas si vous m'entendez. Et donc, quand vous contribuez d'une manière ou d'une autre à mettre quelque chose en place, vous veillez à ce que cette chose grandisse et aille dans le bon sens. Et donc, ce n'est pas le moment de dire qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Demain, les gens sauront. Mais nous veillons à ce que les gens comprennent que, bon, cette partie de la population qui veut le changement ne se bat pas pour des intérêts immédiats. Les gens veulent que les choses changent pour que le pays avance. Bien. Et c'est de ça qu'on parle. Et donc, cette intervention-là a été improvisée parce que moi, je n'étais pas parti pour ça. Des gens ont entendu que j'étais sur Bruxelles, ils ont voulu que je vienne à une manifestation. Et puis, bon, ils ont voulu les nouvelles du pays. Moi, je les ai données en toute objectivité. Maintenant, si des gens sont là à faire toute une polémique, bon, moi, je suis journaliste. Je ne me mets pas je ne fais pas allégeance à un chef de parti politique où je ne suis pas dans un système de gourou, c'est le chef qui parle, tout le monde se tait. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train de prendre du retard? Parce qu'on a voté à l'Assemblée nationale la dernière fois pour 3 membres au moins, puisque les 5 ils posent problème. La C14 a sorti un communiqué ces dernières heures pour dire les 3 personnes qui ont été désignées par l'Assemblée nationale donc vont attendre le jour où on mettra la main sur les 5 autres, en tout cas quand l'Assemblée nationale se prononcera sur leur cas, ils iront ensemble à la CENI. Pendant ce temps, la CENI actuelle continue son travail. Est-ce que ça ne ralentit pas les choses, Fabrice? Oui, bien évidemment, ça ralentit. C'est pour ça, c'est très offusquant de se rendre compte que pour un siège à la CENI, bon, on perd encore des jours, des semaines. Et peut-être qui sait qu'un jour ce soit quand même des émissaires qui arrivent pour régler ça. Pour régler ainsi petit problème, c'est un peu dommage. Et puis bon, et justement c'est ça, c'est-à-dire que c'est en train d'avancer, la CENI continue par avancer. Donc en réalité, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas un train qui a déraillé, contrairement à ce que les gens... C'est un train qui s'est arrêté pour que les gens montent là-dedans. Mais si, pour l'instant, il faudrait que les nouveaux passagers
monte à bord, peut-être qu'il intime l'ordre au conducteur de retourner à la gare pour qu'on sache qu'effectivement les choses ont recommencé, sinon les choses avancent. Et puis la CENI, c'est quoi au Togo? Une fois qu'une élection est terminée, vous partez en vacances, et puis la prochaine CENI, vous n'êtes même pas sûr même de revenir. Donc, dans cette logique, si jamais les élections tenaient, c'est vrai que ça devient compliqué, mais si ça tenait le 20 décembre, pour cette place à la CENI, les gens ne feront pas à moins 2 mois, hein. Les gens ne feront pas 2 mois à la CENI, donc c'est une bataille inutile. Celui à qui on demande de céder la place a déjà fait le plus grand temps, et donc il faudra économiser les énergies. Mais moi je continue par dire qu'il faut quand même un discours également. C'est pour cela moi je n'aime pas qu'on aille sur le terrain qui est de l'opposition, qui n'est pas de l'opposition et tout cela. Aujourd'hui j'ai cru savoir que l'UFC a fait le pas dans l'intention de rencontrer l'ANC. Oui, c'est l'info que nous avons reçue. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si si c'est réel, moi je crois que c'est déjà un pas. Ils peuvent s'expliquer, l'autre va s'en aller. Parce que tout est question aussi d'orgueil. C'est vrai que pour votre orgueil, vous n'allez pas prendre en otage tout un pays. Mais il faudrait aussi savoir quel discours il faut tenir pour que l'autre puisse s'en aller. Mais si tu permets, je vais un peu dire un petit mot sur ce que Ferdinand a fait en Europe pour dire que oui, à un moment donné, c'est vrai, le Togo est en démocratie, parfois on dit on n'a pas la ligue. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, lorsqu'on parle de liberté d'expression et de critique, c'est plus aisé de critiquer le pouvoir, de le traîner dans la boue, de tout faire. Il y a un autre auditeur qui nous dit que l'ANC peut prendre donc tous les 5 places de l'opposition parlementaire à la CENI, vu les nombreux députés qu'ils ont au Parlement. Un autre auditeur, allô? Allô, Eric. Ça siffle, bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez? Je vais bien. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Maouto. Monsieur? Je m'appelle Maouto. Maouto, très bien, nous vous écoutons. Oui, bon, en fait, moi, je voudrais sincèrement parler d'un autre souci que vous n'avez pas, discuté sur le plateau. Allez-y. Il s'agit de l'entreprise USMC. Bon, vous n'êtes pas fait savoir que c'est le nouveau redémarre et il y a eu, enfin, une communication qui a été faite sur l'entreprise et depuis, ce qu'ils ont promis, la population ne l'a pas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ont dit des choses que même l'ancien redémarre n'a pas dit. Ils ont fait des promesses et jusqu'alors, les pauvres populations sont là, les gens ont injecté des fonds dedans et jusqu'alors ils ne disent rien. Après, c'est pour faire des communiqués de presse et tout, rencontrer la presse, rencontrer les députés, etc. Mais rien de potable ne sort. D'accord. Toutes leurs promesses, je ne sais pas. Et puis, on n'en parle pas. Je ne sais pas, c'est qu'au Togo qu'on peut voir des choses pareilles. Hein. D'accord, très bien. Maouto, merci beaucoup. En tout cas, on a compris. Nous voudrons quand même que vous réagissez par rapport au sujet que nous mettons sur le plateau. Merci à vous. On peut prendre un autre auditeur au bout du fil en attendant de le prendre. Il y a cette réaction de cet auditeur. Je voulais quand même dire à nos chers auditeurs qui nous envoient les messages qu'en réalité, nous voulons qu'ils se prononcent sur les sujets que nous développons. Nous vous donnons cette occasion pour que vous aussi vous réagissez sur les sujets. Alors, si vous parlez des confrères sur le plateau, souffrez que nous ne puissions pas lire ces messages, souffrez que nous ne puissions pas quand même poursuivre à vous entendre à la radio. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est M. Olivier. Cher ami Olivier, nous vous écoutons. Ok, tout d'abord, je voudrais dire bonjour spécialement à Ferdinand et à Abi. Ferdinand, bonjour. Non, bonjour à tout le monde, cher ami Olivier. On y va, on vous écoute très rapidement, s'il vous plaît. Ok, ce que je voudrais dire, c'est que la zizanie que l'UFC essaie de semer actuellement, c'est que c'est tout un coup monté de la part de nos amis du Nil, juste pour retarder le processus d'entrée des membres de la C14 à la CENI, afin de continuer leur mascarade de recensement dans la zone 2. Mais il n'y a pas de souci à se faire. Que le Togolais se calme, tout sera refait un beau jour. D'accord, très bien. Merci beaucoup Olivier, merci
de nous avoir appelé. Il y a un auditeur qui nous dit, en tout cas il se pose la question, ne voyez-vous pas que c'est à cause de tout ce trafic, puisqu'on parlait du pétrole tout à l'heure, que les gens ne veulent pas céder le pouvoir? C'est son interrogation. Il y a un autre qui dit, pourquoi l'UFC ne demande pas une place chez son fidèle allié de RPT UNIR? Un autre auditeur. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est M. Komi. Monsieur Komi, nous vous écoutons. Vous savez, chaque fois, on a l'intention de s'attaquer juste aux conséquences plutôt qu'aux causes. Moi, j'aimerais dire sur le problème de l'UFC. Hier, on a débattu avec l'invité. Oui. Mais je veux revenir là-dessus pour dire au chef de file de l'opposition, une fois encore, qu'il a échoué dans sa mission de chef de l'opposition. Parce que ce désordre-là dans l'opposition existait avant qu'il ne prenne le poste de chef de file de l'opposition. Mais il n'a pas ménagé ses efforts pour corriger le tir, pour que ça revienne encore sur table. On ne peut pas avoir le multipartisme qui est utilisé à tort et à travers dans notre pays. Donc le dictateur, lui, il s'impose à tout le monde. Et chaque fois, on se trompe qu'on est en dictature et on utilise les éléments de la démocratie pour continuer la dictature. Il faudrait que l'opposition dans son entièreté se réveille. Sur le second aspect, ça m'étonne aussi que vous les journalistes, on va pas commencer par vous attaquer, mais on va s'efforcer de ne pas vous attaquer sur le plateau. Le problème de pétrole que nous avons, oui. Vous allez me dire juste à ce jour que vous n'avez aucune information en tant que journaliste éminent sur la place togolaise et que nous avons fait une sécurité maritime qui nous a coûté des milliards et qu'on n'a aucune information attestant ce qui est sorti du Gabon. Non, ça va sortir de l'aberration. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Komi, merci de nous avoir appelés. C'est vrai que cette histoire de pétrole, très bien. Il y a un auditeur qui nous dit, donc si je comprends bien, le fonctionnement de la CENI de Monsieur Katanga Kodjona mettra fin définitivement à la crise togolaise. Sachez bien que cette CENI a complètement échoué. Un autre auditeur au téléphone. Allô? On va encore prendre deux. Allô? Allô? Bonjour. Alors, si vous pouvez éteindre votre poste. Déjà. Très bien. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Jerry. Monsieur John. Jerry. Jerry. Ah, très bien. Nous vous écoutons, Monsieur Jerry. C'est d'abord pour remercier Fabrice Toudé. Aujourd'hui, il m'a pas énervé. Péchizi. Donc, je suis content avec lui aujourd'hui. D'accord, très bien. Secondo, l'auditeur qui m'a précédé, il a dit que le chef de file de l'opposition a échoué. Il n'a pas échoué. L'UFC a signé un accord avec UNIR. Gilles Christ est sorti en novembre et a dénoncé cet accord, ou bien a dit que ça n'a pas marché. Il appartient aujourd'hui à l'UFC, avec tout ce qui se passe à la CENI, de faire un pas dans la bonne direction. Le chef de file de l'opposition a, à ce jour, fédéré 14 partis politiques. Aujourd'hui, je ne suis plus en mesure d'appeler mon meilleur ami à cause de l'UFC. Donc, aujourd'hui, il appartient à ce parti politique d'avoir profil bas. Et je suis content que tous les journalistes qui sont sur le podium aujourd'hui sont allés dans cette direction. Pour l'autre affaire de pétrole, un jour, on saura tout. Bien. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Jerry. Merci de nous avoir appelés. Un dernier auditeur, peut-être pour clôturer la réception d'appel. Allô? Allô? Allô, bonjour, Taxi FM. Oui, bonjour. Nous vous écoutons très rapidement. Quel est votre nom? Taoufik. Nous vous écoutons, Taoufik. Bon. Moi, je souhaiterais que si vous pouvez nous rediffuser le communiqué final de la commission de la CEDEAO là, ça nous fera plaisir. D'accord, très bien. Et de deux, en ce qui concerne la CENI là, en 2015, les représentants de l'opposition ont été chassés sans leur démission à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas créé, à la CENI, ça n'avait pas créé de problème. Pourquoi, de la même manière, on veut que les représentants de l'UFC démissionnent de lui-même pour que la place soit cédée?
D'accord. Merci. Très bien. Merci beaucoup, M. Taoufik. Merci de nous avoir appelés. On remercie tous ceux qui ont tenté de nous joindre. Ferdinand, c'est vrai, on avait prévu revenir un petit peu sur cette histoire de la privatisation des banques. Il y a un auditeur qui a demandé, mais peut-être qu'on va laisser aux auditeurs d'acheter le journal alternatif pour avoir l'analyse du journal. Maintenant, un commentaire pour rendre l'antenne. On va commencer par vous, Tchenyawa Remiao. Oui, bon, je salue tous les intervenants, sauf que je me dois de répondre à un. Celui-là qui s'est adressé à moi en disant que si certains vont en Europe et qu'on s'attaque à eux... Ah, M. Albert, oui. Oui, M. Albert, je lui dis que, donc lui, il soutient que quand un Togolais n'a pas une vision conforme à ce que lui veut, qu'on s'attaque à lui. J'ai bien dit que la sortie de Ferdinand, comme celle de Abi Alpha, en Allemagne, en Suisse et en Belgique, était de bonnes sorties parce que les Togolais d'une tendance ne se sont pas organisés pour s'en prendre à eux. Maintenant, il dit que parce que dans mes propos, il sent que je soutiens un bord. Alors, quand les Djeri Tama, quand d'autres politiques sont allés, et eux, ils sont politiciens, pourquoi d'autres Togolais s'attaquent, s'organisent pour s'en prendre à eux? C'est pour dire que il faut que, comme Albert, les gens se lèvent, qu'ils mettent le débat très haut et qu'ils comprennent que dans une démocratie, il n'y a que le combat d'idées. Les opinions que je donne ici m'engagent en tant que Tchanyao, en tant que directeur de mon journal. Et celles que Ferdinand donne l'engagent. Donc pour ces opinions, aucun Togolais n'a le droit de s'en prendre à lui parce que les propos qu'il tient ne l'intéressent pas. Voilà. Bien. Abi Alpha. Ouais, je vais juste dire que je confirme, j'affirme qu'il y a du trafic du pétrole en haute mer, à 15 km de nos eaux, ça veut dire de nos eaux profondes. Mais vous ne pouvez pas dire... Je n'ai jamais dit, ni écrit, ni tenu un propos sur les antennes que le Togo produit du pétrole. Mais le trafic existe. J'étais le premier à le dire sur les antennes. 5 mois après, l'ONG SUS a confirmé dans un rapport de plus de 200 pages en anglais et en français. Donc, celui qui accusait un peu les confrères, nous on fait ce qu'on peut faire. Si je dois te décrire ici ce que j'ai traversé pour découvrir ce qui se passe sur la mer là-bas à 15 km. Je dis ce que j'ai traversé pour découvrir ce qui se passe là-bas, pour avoir les informations, je vais dire, mais ce n'est pas possible. Donc, d'ailleurs, et puis ce n'est pas tout ce qu'on arrive à collecter comme information, qu'on arrive à publier. C'est que moi j'ai eu cette histoire-là, ça fait 12 pages de journal, hein, je n'ai publié que 3. Donc, et puis parce qu'il faut vivre avant de faire du journalisme. Donc c'est un scandale là-bas, tous les Togolais savent que c'est un scandale. S'il n'avait pas lu, il n'a qu'à lire le rapport de l'ONG Suisse Public Eye, il va être plus édifié. Mais pour le moment, qui ne s'en prennent pas. Parce qu'on fait avec les moyens de bord. Vous savez à combien revient l'aide de l'État de la presse au Bénin? C'est 3 milliards. Au Sénégal, presque 3 milliards. Ici, sont 15 millions. Bon, nous on fait avec les moyens de bord. Hein. Bon. Fabrice, maintenant. Oui, mais je reviens un peu sur les propos d'Albert pour dire qu'en réalité, la démocratie, la liberté, ce n'est pas seulement valable pour un camp. Il faut permettre à tout le monde de s'exprimer librement. Si ce que je dis ne t'intéresse pas, ne m'écoute pas. Ou alors dis-moi que tu n'es pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, et ça passe là. Parce que lorsqu'on rentre sur le terrain de la violence, c'est autre chose. On a vu les gens pleurnicher ici lorsque, à un moment donné, certains ont sorti des milices pour les disperser par rapport à la marme. C'est un acte antidémocratique. Et les gens ont condamné ça. Donc c'est de la même manière, lorsque quelqu'un va quelque part, il tient un discours et tu n'es pas d'accord, tu t'organises pour lui jeter des tomates, c'est que tu es en train de briser les règles de la démocratie. Donc aussi bien les milices qu'on a mis dans la rue ici pour empêcher les gens de manifester, c'est condamnable. Au même titre, c'est condamnable également qu'on sorte, que les gens s'organisent pour lancer des œufs ou alors s'attaquer à d'autres personnes, tout simplement parce qu'elles ne tiennent pas le même discours que leur opinion. Bien. Ferdinand. Non, moi je crois qu'il faut remercier d'abord les auditeurs, ceux qui ont appelé, tout ça. Et comme Abi l'a dit, faire les enquêtes nécessite des moyens. Hein. Moi, une fois, quelqu'un a promis me prendre dans un petit avion pour regarder un peu en haute mer. J'ai refusé parce que je ne sais pas s'il va aller me larguer là-bas. Donc, bon, voilà. Et il y a des risques qu'on ne prend pas. On fait avec les moyens de bord.
Pour le cas de la CENI, je pense que c'est une bataille entre deux entités, entre Bawara et Bukwesi. C'est une affaire d'argent, beaucoup d'argent. Ah, la bataille, c'est à leur niveau? Oui, c'est à leur niveau. Chacun essaie de mettre la main sur les moyens qui sont là et certains brûlent la politesse à d'autres. Et donc, ce n'est pas forcément la question des élections qui est en jeu. C'est beaucoup d'argent. C'est une question d'argent. Et finalement, pour l'opposition, on fait ce qu'on peut parce que nous sommes parmi certains journalistes qu'on qualifie proches de l'opposition qui faisons le silence sur beaucoup de choses pour permettre à la lutte d'avancer. Et nous avalons beaucoup de choses, nous savons beaucoup de choses et nous contribuons énormément à beaucoup de choses. Vous savez, plusieurs fois nous avons dit, nous faisons des propositions à nos leaders ou pas des intermédiaires. Certains sont pris en compte, d'autres ne sont pas pris en compte. Moi, personnellement, il y a longtemps, j'ai dit aux politiques d'aller au CHU pour voir comment est-ce que les gens sont souvent, comment les gens se traitent, tout ça, et d'aller faire le plaidoyer à l'Assemblée pour qu'on arrange les choses, parce que le CHU était tellement pourri, et les gens n'ont pas réagi. Les gens sont à l'Assemblée depuis 5 ans, ils n'ont pas réagi. Ils ne vont même pas là-bas pour voir comment ça se passe. Et sur le cas de la morgue, vous savez très bien qu'on a fait le débat ici. Moi, j'étais très relatif par rapport à la fermeture de la morgue. J'ai dit, la manière dont ça a été fermé, c'était pas bon, mais vous savez que la morgue était dans un état de délabrement tel que les rats rentraient dans la morgue pour dévorer les cadavres. Oui. Si on vous montre les photos, vous ne pouvez pas manger. Les rats rentraient par les nacos, rentraient dans les casiers pour dévorer les cadavres. Les rats bouffaient les yeux, les boyaux des cadavres. Mais on ne peut pas, dans un pays normal, on ne peut pas tomber si bas. C'est-à-dire qu'on n'est même pas capable de soigner nos morts avant d'aller les enterrer. Et ça se passe au Togo. Et quand nous interpellons la classe politique, dans son ensemble, y compris ceux qui sont à l'Assemblée nationale, les gens pensent qu'on n'a pas le droit de le faire. Ça, c'est des choses élémentaires. Bien. Quand on parle du pétrole, par exemple, quel député à l'Assemblée nationale a interpellé le ministre des Mines pour savoir si on fait du trafic de pétrole sur nos côtes ou bien si on produit le pétrole? Personne ne l'a fait. Mais les gens sont à l'Assemblée nationale, ils sont payés par l'argent du contribuable. Parfois, qu'ils souffrent qu'on les secoue un peu pour qu'ils fassent leur travail. Monsieur, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à Ferdinand Haïté, le patron du journal Alternative, Fabrice Petiesi, le libéral, Abi Alpha, le rendez-vous, et Tchanyao Aremiaou, à l'Adi, pour le journal Nouvelle Opinion. Merci d'être venu pour le débat. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Merci à Jack Prosper. Appelez-moi à Saint-Rigator. À lundi.